Émission spéciale de la Fabrique de l'Histoire dans le cadre de la journée spéciale de France Culture sur les routes de l'exil. Une émission qui reviendra en 3 temps, 3 parties, 3 moments sur différentes traversées de la Méditerranée au 19e et 20e siècle. À la toute fin de cette émission, Amélie Meffre reviendra comme chaque mois dans sa chronique Un saut dans la loi nous expliquer justement ce qu'était la condition de réfugié, en particulier au 19e siècle, au moment de la loi du 21 avril 1832. Et auparavant, dans cette émission, grâce à des textes lus par Elsa Dupuis et Daniel Königsberg et aux 3 entretiens que nous ont accordés les historiennes Caroline Douki, Yanush Kunt et l'historien Jan Sioldo-Zurker, nous allons vous raconter 3 types de traversées de la Méditerranée. Celle des Italiens qui quittent leur pays au début du 20e siècle pour la France ou encore pour les Amériques, celle des Arméniens du Caucase ou de l'Empire ottoman qui s'entassent à Constantinople ou ailleurs dans l'attente de la traversée, enfin celle des rapatriés de 1962 organisant à la hâte leur départ d'Algérie. Mais pour commencer, partons pour l'Italie à la toute fin du 19e siècle. Quand j'arrivais, vers le soir, l'embarquement des émigrants était déjà commencé depuis 1 heure, et le Galilée, relié au quai par un petit pont mobile, continuait de dégorger la misère. Une procession interminable de gens qui sortaient par groupes du bâtiment d'en face, où un délégué de la préfecture examinait les passeports. La plupart d'entre eux tombaient de fatigue et de sommeil, ayant passé 1 nuit ou 2 à la Belle Étoile, blottis comme des chiens dans les rues de Gênes. C'étaient des ouvriers, des paysans, des femmes avec l'enfant au sein, des adolescents ayant encore sur la poitrine la plaque de l'orphelinat. Et beaucoup portaient des sacs et des valises en tout genre, à la main ou sur la tête, des brassées de matelas et de couvertures, et le billet avec le numéro de la couchette coincé entre les lèvres. Beaucoup allaient pieds nus, les chaussures autour du cou. C'était en 3e classe qu'avait lieu le spectacle. La plupart des émigrants, saisis par le mal de mer, gisaient pêle-mêle, jetés en travers des bancs comme en sursis de maladie ou de mort. Le visage sale, les cheveux ébouriffés, au milieu d'un grand fouillis de couverts et de loques. Et l'on voyait des familles serrées en tas pitoyables, avec cet air de désarroi et d'abandon qui est le propre des sans-logis. Le mari assis et sommeillant, la femme le front posé sur son épaule, et les enfants sur le plancher en train de dormir sur les genoux des parents. Même ceux qui ne souffraient pas avaient l'air abattus, et plus l'aspect de déportés que des migrants. Edmondo de Amicis, sur l'océan. Au regard du désordre des barques qui croisent aujourd'hui en Méditerranée, l'exil des Italiens, dont nous parlait ce texte d'Edmondo de Amicis, lu par Elsa Dupuis, entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, est encadré par un jeune État, l'Italie, qui cherche à l'organiser justement. L'historienne Caroline Douki, qui est spécialiste de cette migration italienne, est interviewée ici pour nous par Anaïs Kien. Au début du XXe siècle, les Italiens qui émigrent sont des paysans de toute l'Italie, Italie du Nord, Italie du Centre, Italie du Sud. En fait, le champ migratoire des Italiens est à l'échelle quasi planétaire au début du XXe siècle. Donc les migrants italiens, ils vont travailler dans les pays d'Europe, et puis ils vont travailler en Amérique latine, en Amérique du Nord. Un certain nombre aussi vont travailler en Tunisie, en Algérie, en Égypte, et il y en a même quelques-uns déjà en Australie. Pour une grande partie d'entre eux, ils partent des principaux ports italiens, donc c'est Gênes, Naples, Palerme, Syracuse. Et puis, après la Première Guerre mondiale, donc quand il y aura eu les remembrements territoriaux, s'y ajouteront Fiume et Trieste. Très concrètement, est-ce qu'on a suffisamment d'informations, de témoignages peut-être, pour saisir comment est organisé ce voyage, ce qu'on emporte avec soi, les interlocuteurs qui sont là, les structures de départ, d'accueil, de contrôle, lorsqu'on quitte un port italien pour traverser cette Méditerranée, quelle que soit finalement la destination ? On n'a aucun problème pour documenter cette question parce qu'il y a vraiment pléthore d'archives. Il y a aussi les documents qu'ont laissés les migrants.
leur correspondance, leurs témoignages, ou les témoignages qu'ils ont laissés dans les archives lorsqu'ils sollicitaient les autorités pour obtenir des papiers, ou qu'ils sollicitaient des autorités consulaires italiennes à l'étranger pour évoquer des problèmes qu'ils avaient, et ils demandaient aux autorités de les résoudre. Et puis donc il y a une deuxième ensemble de sources très importantes qui expliquent qu'on connaît bien ce voyage, c'est que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, au moment où les populations pauvres d'Europe méridionale en général et aussi d'Europe centrale et d'Europe orientale se sont expatriées massivement en Amérique, leurs conditions de transport à travers la Méditerranée et à travers l'Atlantique sont devenues une très grave question de société que les contemporains ont considéré comme urgent de devoir résoudre pour des motifs qui étaient des motifs humanitaires et qui étaient des motifs politiques. Pourquoi ? Parce que, en fait, avant que ce marché économique ne s'organise, ne soit vraiment réglementé, comme ça va être le cas à partir de la fin du 19e siècle, les conditions d'attente dans les ports, les conditions de transport sur les grands navires transatlantiques étaient déplorables. C'était des foules immenses qui s'entassaient dans les ports de la Méditerranée et de l'Atlantique pour attendre des navires sur lesquels, une fois qu'ils étaient montés à bord, ils s'entassaient de nouveau et ils passaient plusieurs semaines à croupir dans les ponts, les entreponts, les dortoirs de 3e classe. Quand je dis plusieurs semaines, donc dans les années 1910, pour faire Naples-New York, sur les navires les plus rapides, c'est entre 15 et 17 jours. Pour faire Naples-Buenos Aires, c'est 26, 27, 28 jours, des fois 31 jours. C'est assez long. Donc ça pose un problème au début du XXe siècle à tout un tas d'acteurs de la société qui se mobilisent pour une amélioration des conditions d'embarquement et des conditions de voyage maritime. Il y a aussi une mobilisation des États eux-mêmes, les États de départ des immigrants, les États émetteurs de migrants, les États qui réceptionnent les migrants. En fait, la hantise spécifique de l'époque, pas la même qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le péril sanitaire, la peur de la contagion, la peur que ces populations qui viennent de régions pauvres, qui ne sont pas forcément en excellente santé, n'amènent avec elles des maladies ou peuplent l'Amérique de populations en mauvaise santé. Donc il y a la volonté de vraiment contrôler les conditions de transport pour que ces navires ne déchargent pas dans les ports américains des populations qui ont été épuisées par le voyage, qui ont contracté des maladies en mer. Et puis il y a cette idée, ces gouvernements sont aussi soucieux quand même d'un respect d'un certain nombre de valeurs que lorsqu'on s'embarque, l'embarquement ne signifie pas automatiquement affronter un péril de mort. Il y a quand même un souci particulier de l'État italien, de ses ressortissants qui migrent et des conditions de ce voyage, jusque dans la nourriture. On peut s'étonner qu'un État soit si soucieux de s'occuper des conditions de vie de citoyens qui partent pourtant, qui quittent le pays. L'État italien, au début du XXe siècle, se distingue parmi les pays émetteurs de très nombreux migrants par son souci d'encadrer les migrations. D'abord, c'est un enjeu national fondamental. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui s'en vont chaque année. Pour un État dont la constitution est assez récente, qui veut prendre sa place dans le concert des nations, qui veut être reconnu comme une grande puissance européenne, il est hors de question de laisser maltraiter ces immigrants. Donc on s'en occupe. Et on s'occupe de maintenir ce lien national parce que il y a l'idée que cette population qui circule ou cette population qui s'installe à l'étranger, elle doit rester dans le giron de l'État-nation. Ça constitue comme un devoir et comme aussi un privilège de souveraineté pour les gouvernements italiens. Mais c'est aussi un enjeu économique national. Ces immigrants sont des travailleurs à travers les frontières et ils sont perçus de plus en plus comme ça par les élites italiennes. Non pas seulement comme des pauvres qui s'en vont et qu'on ne reverra jamais, mais vraiment comme des travailleurs à travers les frontières qui vont travailler à l'étranger et qui, en retour, vont rapporter eux-mêmes lorsqu'ils reviendront en Italie, ou bien, s'ils restent à l'étranger, vont envoyer par des structures postales, bancaires, etc., de l'argent. Les remises, on appelle ça à l'époque. Au début des années 1910, en moyenne par an, il y a 1,5 million d'Italiens qui partent ou qui rentrent en Italie. Donc c'est un énorme marché.
Donc les pouvoirs publics italiens ont obligé les compagnies maritimes, qui sont des compagnies privées, qui veulent agir sur ce marché de la migration transatlantique italienne, à demander une accréditation pour embarquer des migrants ou en débarquer, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de retours. Et pour obtenir cette accréditation, ils doivent respecter un cahier des charges sur les conditions de vente des billets de transport, les conditions d'embarquement et les conditions de transport. Donc vous voyez, c'est l'idée d'organiser une forme de service public avec des opérateurs privés que l'État bordure, si je puis dire, par une réglementation. Et puis on fait en sorte que les prix soient transparents, c'est-à-dire que quand un immigrant achète un billet de transport, il achète le transport, mais aussi des conditions minimales, c'est-à-dire une quantité fixe de bagages, c'est à peu près 100 kilos de bagages, et puis évidemment si on a plus de 100 kilos on paye des suppléments, mais en dessous de 100 kilos on paye pas de suppléments, une couchette dans le dortoir. C'est pas le grand luxe, on est en 3e classe. On doit pouvoir avoir accès à l'eau potable en permanence, on doit pouvoir accès donc 3 fois par jour à des repas. Les pouvoirs publics italiens ont même poussé le souci jusqu'à préciser dans un décret en 1911 donc comment devaient être composés les repas, une forme d'alimentation rationnelle des travailleurs. Et puis surtout, dernier élément très important, pour que les compagnies maritimes soient accréditées à travailler sur ce marché de la migration italienne, il faut qu'elles acceptent à leur bord, sur chaque navire, à l'aller comme au retour, la présence d'un fonctionnaire italien qui s'appelle le commissaire de bord. C'est un médecin, il est recruté parmi les médecins militaires italiens, donc il représente l'État italien sur le navire. D'ailleurs, il officie en uniforme. Donc il est sur le navire, il représente l'État italien auprès des émigrés et auprès aussi des autorités qui commandent le navire. Tous ceux qui ne peuvent pas émigrer, qui sont refoulés au départ, de toute façon, leur projet migratoire, il est toujours là, leur besoin économique ou leur stratégie économique d'émigrer, elle est toujours là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont abandonner ce marché institué, légalisé, contrôlé et protégé du transport transatlantique, et ils vont passer par un marché secondaire ou un marché clandestin. Donc ils vont aller s'embarquer ailleurs qu'en Italie, en Espagne, dans les ports français, dans les ports britanniques. Donc là, ils vont passer par voie de terre pour rejoindre ces ports. Ils vont ensuite acheter des billets, ou déjà ils les auront achetés en Italie auprès de représentants de compagnies maritimes étrangères qui sont des représentants clandestins, puisque selon le système italien, ils n'ont pas droit de vendre en Italie s'ils n'ont pas d'accréditation. Et donc ils passent sur un marché du transport qui n'est plus du tout réglementé, sur lequel l'Italie n'a plus aucune possibilité de regard. Et là, c'est les lois du marché, c'est les lois de la jungle auprès des agents d'immigration, des passeurs, qui sont plus ou moins escrocs aussi. Donc cette réalité-là, c'est une réalité qui n'apparaît pas beaucoup dans les archives officielles, qui n'apparaît jamais dans les statistiques, mais qui est une réalité qui est importante. Italia bella, mostrati gentile e i figli tuoi non li abbandonare, se no ne vanno tutti in Brasile, non si ricordano più di ritornare. Anco qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America a migrar. Anco qua ci sarebbe da lavorare, senza stare in America a migrar. Il secolo presente qui ci lascia, il 1900 s'avvicina, la fame ci han dipinta sulla faccia e per guarirlo non c'è la medicina. Ogni po' noi si sente dire ovò, là dove la raccolta del caffè. Ogni po' noi si sente dire ovò, là dove la raccolta del caffè. Non ci rimane più che preti e frati,
Le contrat est signé. Le curé, appelé par la mère, accourt pour donner sa bénédiction aux petits qui partent. Et le père va à l'église y allumer un cierge voué à la Sainte Vierge ou à l'ange gardien. Mais le petit convoi est en marche pour le pays de leurs rêves, où les entrepreneurs leur ont promis une vie douce et agréable. Les enfants s'embarquent généralement à Naples à destination de Marseille. Autrefois, les autorités françaises ne leur permettaient pas de débarquer. À présent, l'entrée est libre. Les enfants qui arrivent à pied sont l'exception, à peine 5 sur 1000, tandis qu'il y a 30 ans, c'était la règle. Ce sont généralement les propriétaires des usines, si l'on peut ajouter foi au dire des entrepreneurs, qui avancent l'argent pour le voyage. Arrivés à Marseille, la plus grande partie des enfants est dirigée sur Lyon et Rive de Gier, et partagée entre les verreries des 2 départements du Rhône et de la Loire. Une petite bande est envoyée à Fontainebleau et de là, dans les verreries des environs de Paris. Les petits y sont embauchés de suite, sans aucune difficulté. Et en effet, où l'industriel pourrait-il trouver dans le pays un autre ouvrier à 35 ou 45 francs par mois pour un travail de 10 heures par jour ? L'entrepreneur garde naturellement pour lui le droit de toucher les salaires de tous les enfants. Il y a, il est vrai, des patrons qui leur abandonnent généreusement 4 sous par semaine pour leur menu plaisir. Mais c'est l'exception. Même comme à la chapelle Saint-Denis, quand les directeurs font cadeau aux enfants de quelques sous, les patrons prétendent les retenir pour leur compte. Paolucci di Calbolli, larmes et sourires de l'émigration italienne. Anoush Koun, vous avez fait votre thèse sur l'exil des Arméniens du Caucase, mais vous vous êtes intéressé aussi aux Arméniens qui fuient donc l'Empire ottoman après le génocide de 1915. 2 catégories d'Arméniens différentes et donc 2 façons d'envisager cet exil, le départ, la traversée de la Méditerranée de façon différente. Oui, absolument. Les Arméniens étaient, avant la Première Guerre mondiale, sujets d'empires différents, donc ils vont connaître durant la Grande Guerre des destins extrêmement contrastés entre ceux côté russe qui sont pris par la révolution bolchevique à partir de 17 et plutôt à partir de 20-21 dans cette région-là de l'ancien empire, donc le Caucase, essentiellement des élites pourchassées par les bolcheviks, et ceux-là auront un périple migratoire sans aucune mesure avec celui des Arméniens de l'ancien empire ottoman, qui eux se trouvent massés dans les pays limitrophes de la Turquie, parmi eux d'anciens déportés, donc qui se trouvent au débouché des routes de déportation en Syrie, au Liban, en Palestine, dans des camps de réfugiés, et qui attendent du règlement de la paix la possibilité de rentrer chez eux. Or, ça n'adviendra pas, puisque le traité de Lausanne en 1923 les bannit de la nouvelle République turque. Et donc ceux-là sont complètement démunis, endeuillés. En plus, leurs biens seront spoliés. Donc traverser la Méditerranée ouvre une toute autre histoire. Alors prenons le cas des premiers sur lesquels vous avez fait votre thèse, Anoush Koun, c'est-à-dire ces Arméniens du Caucase. Ils sont d'une classe relativement favorisée, ils viennent parfois de Bakou, de Tiflis, ce sont des commerçants, ce sont des entrepreneurs, ce sont des gens qui ont eu des puits de pétrole, et leur migration vers la Méditerranée puis vers les pays occidentaux, que ce soit la France, l'Italie ou plus loin, est une migration relativement différente des autres. Oui, comme vous l'avez dit, on a là donc des élites, parfois extrêmement fortunées. Par exemple, la famille Mantashev est considérée comme l'une des plus puissantes financièrement de l'ancien empire russe. Et donc, j'ai notamment pu, à la faveur d'entretiens avec des descendants de cette famille-là, trouver des photographies extrêmement intéressantes du groupe familial la veille du départ ou sur la route. Et on les voit, donc on voit le groupe escorté avec le petit personnel domestique qui les accompagne, escorte à cheval, donc escorte armée. Et ils sont vêtus de bottes en cuir cirées, luisantes. On voit tout de suite une fraction de l'ancien establishment qui s'enfuit. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne partent pas tout de suite. Alors même que dans les récits autobiographiques ou dans la mémoire familiale,
on vous dit que dès les lendemains de la révolution bolchevique, toute la famille est partie sans attendre et a fui littéralement en Europe, comme si c'était évident que les bolcheviks allaient s'installer si durablement. Or, on voit que la réalité est plus lente à advenir, puisque dans l'esprit des contemporains, les événements sont extrêmement opaques. Donc il y a un temps comme ça d'expectative, et généralement ces familles qui, par exemple, vivaient à Saint-Pétersbourg ou Moscou, ou encore au Caucase, la plupart avaient des biens, des propriétés, des domaines dans le Caucase qui, lui, ne connaissaient pas encore la révolution bolchevique et donc se repliaient progressivement vers le sud de l'Empire et vers le Caucase où ils se ressaisissaient de ressources. Là encore, jusqu'à ce que l'arrivée de l'armée rouge, finalement, les décide à partir, acheter ce qu'il faut, parce qu'il faut évidemment payer des intermédiaires pour se faire recommander et avoir les précieux sésames que sont à l'époque les visas, etc. Alors, vous décrivez ces familles riches d'Arméniens du Caucase, cousant à l'intérieur de leur doublure des diamants, des pierres précieuses, des bijoux, pour pouvoir avoir de quoi ensuite continuer à vivre une fois qu'ils auront passé au-delà de la Méditerranée. Ces familles-là, telles que vous les décrivez, font une sorte de périple qui pourrait ressembler à un grand tour du 19e siècle, allant, disons, de palace en palace, de famille riche en famille riche, et d'une certaine façon, c'est une migration qui semble protéger des aléas matériels pendant un certain temps, Anoush Kunt. Oui, absolument. D'ailleurs, le Grand Tour, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'avant la révolution bolchevique, ce sont des familles qui avaient l'habitude d'envoyer ses filles s'éduquer, faire le tour de l'Europe, d'aller dans les musées, voilà, y compris de s'habiller à Paris, de s'arrêter, prendre les eaux dans les villes thermales d'Allemagne. Enfin voilà, donc. Et puis les hommes, bien entendu, partaient également, soit pour leurs études, soit pour affaires. Et donc, il faut imaginer que ce grand départ, ce que nous on voit rétroactivement comme une grande rupture, un grand départ, va s'effectuer pour beaucoup dans la continuité de ces anciens parcours. Donc, c'est pas des gens qui n'avaient jamais pris le bateau, qui ne connaissaient pas Constantinople. Alors évidemment, ils sont pris dans la cohue des foules malgré tout. Et à ce titre, on a une description d'Henri Troyat qui fait partie de ces grande famille arménienne justement exilée, et il décrit bien la traversée houleuse de la mer Noire en disant tous capitaines, gens du peuple ou anciens hauts fonctionnaires étaient logés à la même enseigne, tout le monde baignait dans ses excréments au cœur d'une tempête, et donc ça dit bien quand même que la révolution défait les statuts. Donc ils connaissent la cohue des foules, mais néanmoins grâce à leur argent, grâce à des relations qu'ils peuvent retrouver au fil de leur périple dans les villes-étapes, ils ont les capacités de tracer un chemin extrêmement rapide en comparaison de ceux qui vont rester bloqués dans les camps, dans l'attente, en attendant un dénouement qui viendra souvent avec l'aide des organismes internationaux. Alors justement, faisons le parallèle avec ces Arméniens plus pauvres, ces classes populaires, qui sont chassés par les massacres, chassés par le génocide, qui se retrouvent dans des camps au bord de la Méditerranée, que ce soit à Beyrouth, dans tous les camps du Liban, de Palestine ou encore de Syrie. Ces Arméniens-là sont au bord de la Méditerranée, mais ils ne savent pas comment la traverser, cette Méditerranée, Anoush Kunt. Là encore, ils ne savent pas qu'il faut la traverser. C'est-à-dire que pendant un moment, ils sont là, ils attendent, ils essayent de compter leurs morts et de connaître qui dans les familles est encore en vie. Et on essaye pendant un certain temps à l'issue de la guerre de se retrouver, de se rechercher. Donc ça, c'est de 1918 à 1920. Et le traité de Sèvres, en 1920, prévoit que ces réfugiés retourneront chez eux et qu'un État arménien indépendant verra le jour à l'est de la Turquie actuelle. Puis, avec la révolte kémaliste, quelque temps plus tard, ils apprendront qu'il n'est plus question de rentrer. Et donc, à partir de 22-23, là, ils vont commencer à envisager de prendre place, en fait, réellement en Syrie, un ancien territoire ottoman, au plus près de ce qui était leur ancienne terre. Et donc, comme en Syrie, le chômage est tel que le marché de l'emploi ne peut pas absorber ce surplus de main-d'œuvre désœuvrée, plus de 100 000 réfugiés arméniens, et qu'au même moment, par exemple, la France est en quête de main-d'œuvre, il va s'ouvrir là une perspective, une possibilité pour eux de traverser cette grande Méditerranée pour partir s'embaucher en France. Alors,
Ça se joue d'abord au niveau des grandes instances internationales, des organisations humanitaires, et puis entre en scène le petit patronat français qui est en quête de main-d'œuvre. Là, dans ce pays à reconstruire, on cherche une main-d'œuvre bon marché et on regarde du côté du Proche-Orient, de l'Europe orientale, pour recruter de nouveaux bras. Et donc, les petits patrons vont aller ou envoient des émissaires dans les camps de Syrie et du Liban qui passent sous mandat français. Donc, il y a une conjonction favorable à ce moment-là. Ils vont aussi en Grèce, ils vont aussi en Bulgarie et passent des contrats qui permettent de venir légalement en France, d'obtenir ensuite un visa. Permettez-moi de vous montrer justement un document que j'ai trouvé à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés des apatrides, et qui contient de très vieilles archives passionnantes justement sur ces années 20 tumultueuses. C'est un certificat d'identité qui a été délivré à un Arménien par le ministère de l'Intérieur bulgare et qui donc authentifie que cette personne est bien d'origine arménienne. Et si vous regardez dans les marges, vous voyez que la France a apposé un visa qui permet à cette personne de venir régulièrement en France. Et il est noté que le porteur du visa a un contrat de travail qui l'oblige à se rendre dans un délai d'1 mois dans le Lot-et-Garonne chez son employeur qui est la Société de métallurgie du Périgord. Et vous voyez sur la photo cet homme est accompagné de 2 femmes qui, elles, ne vont pas travailler, elles ne sont pas incluses dans ce contrat. Sauf que la crise est telle que ce qu'il reste des familles part. Ces femmes ne restent pas au village, elles sont avec lui en Bulgarie, donc elles font partie de ce périple. Et donc il s'agit de sa mère et de sa grand-mère. Tout ça va ensuite d'ailleurs poser un certain nombre de difficultés et de questions à l'administration française qui se demande ce qu'on va faire à terme de toutes ces bouches inutiles, peut-on lire dans les archives, qui viennent avec un travailleur utile. Depuis quelque temps se produit vers la France par Marseille un redoutable courant d'immigration des peuples d'Orient, notamment des Arméniens. Ces malheureux assurent qu'ils ont tout à redouter des Turcs. Au bénéfice de cette affirmation, hommes, femmes, enfants, au nombre de plus de 3000, se sont déjà abattus sur les quais de notre grand port. Après l'Albano et le Caucase, d'autres navires vont suivre, et l'on annonce que 40 000 de ces hôtes sont en route vers nous. Ce qui revient à dire que la variole, le typhus et la peste se dirigent vers nous, s'ils n'y sont pas déjà, en germe pullulant depuis l'arrivée des premiers de ces immigrants, dénués de tout, réfractaires aux mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d'hygiène, immobilisés dans leur indolence résignée, passive, ancestrale. Des mesures exceptionnelles s'imposent, et elles ne dépendent pas des pouvoirs locaux. La population de Marseille réclame du gouvernement qu'il interdise vigoureusement l'entrée des ports français à ces immigrés, et qu'il rapatrie sans délai ces lamentables troupeaux humains, gros danger public pour le pays tout entier. Docteur Siméon Flessière, maire socialiste de Marseille en 1923. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Souviens-toi des Noëls de là-bas, toi ce soir qui est loin comme moi, loin de notre pays, brûlé par le soleil. Je suis triste ce soir, loin de tout, j'ai envie de pleurer, je l'avoue. Pourtant les gens d'ici, heureux, chantent Noël. Que sont-ils devenus ce soir, mes amis d'autrefois? Qui sait, le monde est bien trop grand sans eux, bien trop grand. Peut-être bien qu'un jour enfin nous nous retrouverons. Qui
fêter à nouveau Noël l'an prochain. Souviens-toi des Noëls de là-bas, il sonnait tant d'amour, tant de joie, il brûlait dans nos cœurs ce feu qui s'est éteint. Souviens-toi des Noëls de là-bas de chez nous, il sonnait, il chantait tant d'amour. Dernier élément de cette brève histoire des traversées de la Méditerranée au XXe siècle, celle des rapatriés d'Algérie en 1962. L'historien Yann Sioldo-Zurcher, auteur d'une thèse sur le parcours des rapatriés d'Algérie, raconte à Victor Massel-Lépinay le quotidien de leur traversée. Yann Sioldo-Zurcher, au début de l'année 1962, le gouvernement français avait anticipé mais manifestement sous-estimé l'exode qui allait avoir lieu entre les mois d'avril et les mois de juillet, août. Comment est-ce que l'État a fait face à cet exode massif, non pas pour l'accueil en France des rapatriés, mais pour ce qui est de la traversée proprement dite ? Alors on peut noter tout d'abord qu'il y a une énorme accélération des départs des Français d'Algérie durant l'année 1961 dans ce que j'ai appelé dans mes travaux un grand repli. C'est-à-dire qu'à partir de 1961, vous avez un nombre constant de personnes, et croissant bien évidemment, qui déclarent quitter définitivement l'Algérie. Grosso modo, il faut dire que le secrétariat avait estimé à environ 400 000 le nombre de Français d'Algérie qui allaient partir sur les 4 années qui allaient suivre l'indépendance de l'Algérie. Ce sont en fait en quelques mois plus de 610 000 personnes qui vont quitter l'Algérie. Donc bien évidemment, il y a un encombrement énorme des bateaux, des ports et un État qui est finalement contraint de mettre en place une politique d'intégration qui va prendre en charge les départs, l'arrivée et jusqu'à le relogement en métropole. Alors, au plus fort des rapatriements, à partir du printemps 1962, l'État ne met pas en place des lignes supplémentaires de bateaux parce qu'il a peur d'un afflux massif. Donc, ce sont les compagnies régulières de type Compagnie Générale CGT, Compagnie Générale Transatlantique ou les compagnies méditerranéennes qui vont continuer à relier les deux rives de la Méditerranée. Cependant, donc les individus ou les voyageurs devaient acheter leurs billets, alors soit de bateau, soit d'avion. On a beaucoup traversé la Méditerranée par avion aussi. Ensuite, une fois arrivés à Marseille, ils étaient remboursés par l'État. Alors, les bateaux sont pris d'assaut, donc les compagnies de transport ne limitent pas le nombre de voyageurs, donc les ponts vont être vraiment surchargés, d'où l'expérience d'un voyage-retour qui est souvent extrêmement dramatique, puisque les gens voyagent de façon surentassée. Est-ce qu'on sait dans quelle proportion les bateaux étaient surchargés ? Généralement le double. Alors, le régime Trooper, c'est le régime qui consiste à non pas considérer le nombre de places assises, mais le nombre de places debout ou allongées dans des conditions qui ne sont pas celles des chaises longues ou des lits d'appoint. Donc, il y a eu effectivement ce régime qui a été appliqué avec la surpopulation classique qui sont celles des bateaux qui, pour des bateaux de croisière, ne sont plus mobilisés comme des bateaux de croisière, mais comme des bateaux de troupe avec effectivement les personnes qui sont assises sur les ponts. Et pour les traversées en paquebot, combien de temps durait la traversée d'Alger à Marseille ? Le temps habituel, c'est-à-dire 1 jour et demi, avec une nuit à bord au grand maximum, que les passagers qui n'avaient pas la chance d'avoir des billets première ou deuxième classe passaient sur le pont. Qu'est-ce que ces passagers, qu'est-ce que ces rapatriés emportaient avec eux, Yann Sioldo-Zurcher ? Alors, il y avait 2 types de déménagements. Alors, tout d'abord, il y a eu des déménagements anticipés. C'est-à-dire que les familles qui décidaient le départ en métropole et celles qui ont pu l'anticiper avaient un cadre de déménagement dans lequel les voyageurs mettaient leurs effets personnels. Une sorte de container. C'est-à-dire un container. Alors, c'était des compagnies régulières de déménagement qui organisaient ces transports par cargo. Ces cadres de déménagement n'étaient pas avec les voyageurs et le cadre allait arriver plus tard. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'à partir du printemps 1962, les cadres sont pris d'assaut. Et donc, il y a énormément de marché noir sur les cadres. Et on a même des anecdotes qui sont régulièrement rapportées de militaires qui, par la force des armes, réquisitionnent les cadres des privés pour pouvoir emporter leurs effets personnels. Donc, il faut vraiment imaginer le déménagement
comme une débandade généralisée. Alors on a des lettres de plainte, notamment de rapatriés d'Algérie, qui se plaignent d'avoir dû payer 1000 francs à l'époque, ce qui est quand même facilement le triple du salaire moyen, pour pouvoir obtenir un cadre de déménagement, sans avoir la certitude que ce dernier allait arriver. Donc les ports sont surchargés de containers. Après, il y a le départ des individus. Les individus devaient avoir avec eux au maximum une valise. Et dans ces valises-là, effectivement, les gens ont embarqué ce qu'ils pouvaient. Alors généralement, on trouve des vêtements, de quoi manger, etc. Et il y a quelques archives que je vais vous lire qui sont celles des préfets qui disent, voilà, on a retrouvé des bagages abandonnés, des bagages perdus, des bagages oubliés, avec une description des effets personnels qui étaient ceux des Français rapatriés d'Algérie. Donc on a le description de 37 valises, alors c'est digne d'un inventaire à l'après-vert, alors je vous lis tel quel. Un sac genre arabe contenant des chaussettes, des rideaux blancs, un filet bleu, une écharpe, un robinet de métal. Un petit sac en osier, s'ouvrant par le milieu, contenant une rallonge de fil électrique blanc, une pipe, un paquet de tabac, de l'eau de Cologne, des médicaments, une brosse et un peigne. Une valise marron avec une paire de pantoufles, une tenture orange, une bouillotte, un étui de bois, une veste de laine, une robe, des vêtements d'enfant, un poupon en celluloïd, des bobines de fil, des aiguilles, une paire de souliers, une boîte de dragées, un diplôme de l'université de Grenoble. Une valise avec des sous-vêtements féminins, des serviettes de toilette, des talons hauts, une trousse de couturière, un diplôme de CAP de couturière. Un sac de plage avec un fer électrique, des sous-vêtements féminins et une boîte de sardines. 2 poussettes, une chaise de bébé, un porte-bébé, un appareil photo, des paires de lunettes, un anorak de bébé isothermile. Donc voilà par exemple le genre de contenu de bagages qui ont été oubliés, et je crois que l'on y lit très clairement le départ en urgence. Et dans ces valises, assez peu d'objets de valeur, assez peu de bijoux, assez peu de... Est-ce que c'était des choses que les gens portaient sur eux, qui cousaient dans les revers de leurs vêtements ou... Oui, alors il faut s'imaginer que l'Algérie à l'époque est française. Donc on peut voir à partir en fait de 1961 un énorme massif de transfert de fonds de banque à banque. C'est-à-dire que les gens transfèrent leurs fonds d'Algérie vers les mêmes banques généralement, mais qui sont situées en métropole. Donc il n'y a pas eu de départ avec de l'argent caché, avec des départs qui pourraient s'assimiler à des départs de réfugiés, par exemple. Les bijoux, dans les entretiens que j'ai pu faire, étaient généralement portés par les gens. J'ai pas d'exemple de bijoux cousus comme on peut l'entendre, par exemple, lors des départs des Russes blancs de Russie ou des opposants politiques d'Europe de l'Est. Les bijoux sont portés par les individus. Alors Yann Seldoz-Urquhart, il y a eu ces départs sur les paquebots qui étaient souvent surchargés, mais il y a aussi eu d'autres départs sur d'autres types d'embarcations. On a parlé de cargos, de pinardiers, qui étaient ces bateaux citernes servant à transporter le vin, et même des petits chalutiers quelquefois qui transportaient des familles. Oui. Alors ces départs ne sont pas, ces départs dans ces conditions extrêmes ne sont pas généralisés. La plupart des départs se sont faits sur les paquebots des compagnies régulières transméditerranéennes. Mais effectivement, au plus fort de la crise, des peurs et des attentats qui précèdent et qui suivent l'indépendance de l'Algérie, on a noté effectivement des départs sur des chalutiers, notamment qui se sont dirigés vers l'Espagne, qui n'est pas très loin, et des départs effectivement sur des bateaux de pêche. Et là, c'était des arrangements de gré à gré, on s'arrangeait comme ça. On est plutôt dans l'interconnaissance, dans le cas de ces départs, que dans du monnaiment, que dans du paiement de traversée. De toute façon, l'État français avait très clairement le désir de contrôler les individus à l'arrivée. Donc il a complètement limité tous ces départs entre guillemets anarchiques. Il a vraiment mis en place une politique de départ d'Algérie via les compagnies régulières. J'ai recueilli énormément de témoignages. Alors, aujourd'hui d'adultes, à l'époque d'enfants, qui ont entendu parfois jusqu'à 3 jours avant de pouvoir embarquer dans un avion ou sur un bateau. Et effectivement, l'attente, la chaleur, les enfants habillés, surhabillés, puisque les ménages n'ont pas le droit à plus d'une valise, donc généralement on habille les enfants chaudement, les embarquements et la traversée extrêmement pénible. Et je crois que l'historien qui est intéressé aux faits migratoires doit effectivement regarder ce moment traversé, car il va conditionner énormément de choses, dont les mémoires. Si vous le souhaitez, j'ai l'extrait d'un journal intime rédigé par un jeune Français d'Algérie. Alors il faut dire que ce dernier était partisan de l'OAS et qu'il était extrêmement partisan de l'Algérie française. C'est un jeune instituteur qui est originaire d'Alger, que l'on nommera François, et qui va partir le 20 juin 1962. Donc il va écrire dans son journal intime son ressenti sur le départ d'Algérie, qu'il sait définitif. Alors si vous voulez, je veux bien vous en lire quelques extraits.
Sur le bateau qui vous enlève, on tourne le dos, mais inconsciemment, on laisse ses yeux et son cœur se détourner pour contempler une dernière fois. On veut fermer son cœur au désespoir, on ne veut pas qu'il entre, on ne voudrait pas. Il pénètre pourtant et avec lui la colère, la haine, l'esprit de vengeance. Sur un pont pouvant contenir 700 personnes, il y en avait 1400 au moins. Lorsque le bateau a commencé à partir, tout le monde s'est levé, calme et immobile. Il semblait que le monde avait cessé de tourner. Tous ces gens avaient les yeux fixés sur elle, sur la ville, sur Alger, notre Alger. Les femmes pleuraient à grosses larmes, serrant leurs enfants contre elles. Les hommes essayaient de faire face. Quand on est un homme, on ne pleure pas devant sa famille. En vain, malgré eux, les larmes coulaient sur leurs visages figés. Alger a disparu, chacun s'est assis avec à ses côtés la morne figure du désespoir. Et puis soudain une TSF a lancé ses airs de musique. Les jeunes se sont levés. On fait un bal comme à Bab el-Oued, on s'y croirait. Mais le cœur n'y est pas. On essaie de se tromper, on fait connaissance, on échange des adresses. C'est lorsqu'on sera là-bas, il faudra se serrer les coudes. Voilà Marseille, nous arrivons. Hâve, jaune, sale, triste. Nous sommes sur le pont, c'est l'inconnu. Comment vont-ils nous accueillir? Où aller? Avez-vous quelqu'un? Où travailler? Que faire? Marseille est là, devant nous, laide à souhait. Quelques slogans partent du bateau. Algérie française, vive Salan. Un vieux monsieur décoré hausse les épaules et se penche vers moi. Algérie française? Si nous sommes là, c'est qu'elle est morte. C'est le silence total, absolu, et le débarquement commence. Nous sommes les réfugiés d'Algérie arrivant en France. Ils étaient là, avec leurs valises de carton et leurs baluchons, sur un bout de plage caillouteuse à l'abri des collines, entre Djella et Licata. Ils y étaient arrivés à la Brune avant, ayant quitté à l'aube leur village. Des villages de l'intérieur, loin de la mer, figés dans la contrée aride des grands domaines. Ils étaient quelques-uns à voir la mer pour la première fois. Et ils étaient dans un grand désarroi à la pensée de devoir la traverser tout entière, depuis cette déserte plage de Sicile qu'ils quitteraient de nuit, jusqu'à une autre plage déserte d'Amérique, où ils arriveraient également de nuit. 250 000 lire, moitié au départ, moitié à l'arrivée. Ils les gardaient comme des scapulaires entre peau et chemise. Pour les réunir, ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient à vendre. La maison de Torchy, le mulet, l'âne, les provisions de l'année, la commode, les couvertures. Il était déjà 11 heures. L'un des hommes alluma sa lampe électrique, signal, afin d'avertir qu'on pouvait venir les chercher pour les faire embarquer. « Tout le monde est là ?» demanda M. Melfa. C'est sous ce nom qu'il connaissait l'organisateur de leur aventure. Il alluma sa lampe, fit le compte. Il en manquait 2. Peut-être qu'ils ont changé d'avis ou ils arriveront plus tard, en tout cas, tant pis pour eux. Nous n'allons pas nous mettre à les attendre avec le risque que nous courons. Allez, tous dans la barque, dit M. Melfa. Et en un instant, chacun des voyageurs se transforma en une masse informe, une grappe indistincte de bagages. Nom de Dieu, vous avez emporté toute votre maison sur le dos? Il commença à débiter des jurons et ne s'arrêta que lorsque toute la cargaison, hommes et bagages, fut entassée dans la barque, au risque qu'un homme ou quelques paquets tombât à la mer. Et la différence pour M. Melfa entre un homme et un paquet résidait dans le fait que l'homme portait sur lui les 250 000 lire, sur lui, cousu dans sa veste ou entre sa peau et sa chemise. Il les connaissait, lui. Il les connaissait bien, ces paysans méfiants, ces cutéreux. La mer couleur de vin, Leonardo Sciascia. Zinchu zinch tam luburchun zomaer Zimla chagdam luburchun komaer Vuchiar vuch hamitsar zomaer Vuchie hanzam gadzovin komaer Zinchu zinch tam luburchun
Après ce magnifique texte de Léonard Chiachia, comment reprendre la parole dans cette émission consacrée à cette question des réfugiés, des migrants en Méditerranée? Eh bien, nous avons avec nous Amélie Meffre. Bonjour Amélie Meffre. Bonjour tout le monde. Et vous venez chaque mois dans la Fabrique de l'Histoire pour votre rubrique Un saut dans la loi nous expliquer les linéaments qui nous conduisent au départ d'une loi ou de décision juridique que l'on connaît aujourd'hui. Et à propos des réfugiés, vous avez décidé de faire un saut dans la loi du 21 avril 1832 sur les étrangers réfugiés qui résideront en France, dans la mesure où c'est le premier texte législatif à traiter de cette question. En effet, même si l'idée d'une France terre d'asile s'affirme durant la Révolution française, la Constitution de 1793 prévoit dans l'article 120 que le peuple français donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour cause de la liberté et qu'ils refusent aux tyrans. Idem avec l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui fait de la résistance à l'oppression un droit imprescriptible. Voilà pour les principes. Mais il faudra attendre cette loi de 1832 pour que le problème des étrangers réfugiés soit abordé. Il faut dire que sous la monarchie de Juillet, dans une Europe de l'éveil des nationalités où se succèdent les révolutions, on assiste à un afflux sans précédent d'émigrés. Des voix s'élèvent alors pour rappeler le devoir d'accueil de la France. Ainsi, le maréchal Soult, ministre de la Guerre, rappelle en 1831 que la France a toujours été un asile ouvert à l'infortune. Même chose pour Odilon Barrot, député de l'Eure, qui affirme à la Chambre que la terre de France est une terre d'asile pour les étrangers. Et ils sont nombreux à venir se réfugier en France à cette période. Par exemple, après l'échec de l'insurrection polonaise de 1830-1831, la France accueille plus de 4000 réfugiés. Il est donc temps de légiférer en la matière. Pour l'historienne Cécile Mondoni-Cotori, c'est à ce moment-là que se construit un droit d'asile, même si Delphine Diaz rappelait hier que l'accueil a été massif dès la Restauration et que la loi de 1832, si elle traite pour la première fois des étrangers réfugiés, n'en donne pas une définition précise. Quoi qu'il en soit, le 20 mars 1832, le ministre de la Justice, Félix Barthe, présente un projet de loi sur la résidence des étrangers réfugiés. Et ça ne traîne pas. Le 9 avril, la Chambre des députés l'adopte à la majorité de 166 voix contre 99, et la Chambre des pairs fait de même 10 jours plus tard. La loi est promulguée donc le 21 avril 1832. Alors si ce texte est le premier à se pencher sur les étrangers réfugiés, il n'est pas là pour affirmer l'accueil généreux des persécutés du monde entier, pour reprendre la formule de Gérard Noiriel. Non, il proclame avant tout que ces réfugiés sont à surveiller de près. La loi indique ainsi que le gouvernement est autorisé à les réunir dans une ou plusieurs villes qu'il désignera et qu'il pourra leur enjoindre de sortir du royaume s'ils ne se rendent pas à cette destination ou s'ils jugent leur présence susceptible de troubler l'ordre public. Cette loi a pour effet d'entraîner la dissolution de nombre de dépôts et la dispersion des hommes sur l'ensemble du territoire. Par exemple, les Polonais d'Avignon sont envoyés en Corrèze, dans la Creuse et le Cantal. Un an après le vote de la loi, comme l'indique encore Cécile Mondoni-Cotori, les réfugiés sont disséminés dans 66 départements et en 1942 dans les 96 départements du Royaume, y compris en Corse et dans les possessions d'Afrique. L'historienne rappelle aussi qu'une autre mesure adoptée pour les surveiller est de leur distribuer des secours. Le garde des Sceaux, lors de la présentation du projet de loi, déclare d'ailleurs, à propos de l'assignation à résidence, que les moyens de surveillance seront plus faciles et les secours pécuniaires mieux distribués. De 1831 à 1834, près de 14 millions de francs leur sont destinés. 3 ans plus tard, 20 millions de francs sont distribués. Une générosité qui s'avère nécessaire pour éviter les troubles. Comme l'indique le préfet du Cher au ministre de l'Intérieur en mars 1833, dénués de tout, ils peuvent se livrer à des excès pour survivre. Eh oui. Enfin, il faut quand même préciser que seuls les réfugiés qui bénéficient de secours sont assignés à résidence. Les autres n'ont leur fortune, garantissant a priori une bonne conduite. Alors ce texte de 1832, voté pour 1 an, va être prorogé par plusieurs lois, avec quelques durcissements au passage, comme en mai 1834. Une loi stipule alors que tout réfugié étranger qui n'obéira pas à l'ordre qu'il aura reçu de sortir du royaume ou qui, ayant été expulsé, rentrera sans autorisation, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois.
Bref, on accueille les réfugiés, mais ils ont intérêt à se tenir à carreau. Merci beaucoup Amélie Meffre pour cette chronique Un saut dans la loi qu'on retrouve tous les mois dans la Fabrique de l'Histoire. Nous vous retrouverons donc le mois prochain et tout de suite pour terminer cette émission, comme pendant toute cette journée sur les routes de l'exil, nous allons entendre un nouveau texte donc sur l'abécédaire de l'exil d'Atik Rahimi, lu par lui-même. Je ne suis plus sur ma terre natale, c'est certain, je le sens. L'air, le parfum, le ciel, tout est mystérieusement si différent. Si moi je ne suis plus sur ma terre natale, elle, par contre, est désormais en moi, comme un souvenir. C'est là, à cet instant, de l'autre côté des frontières, que j'entends le mot exil. Exil, me disent les sages proscrits, viennent d'exilium ou d'exilir, ce qui signifie sauter hors de ou arracher au sol. Autrement dit, je ne suis nulle part. J'ai un pied suspendu en l'air, l'autre perdu sur la terre, comme des milliers, voire des millions d'autres exilés, égarés dans les marges de l'histoire. Jusqu'à quand? Personne ne sait nous dire, personne ne répond. Où pourrions-nous alors arriver, aller? Dans les pays du couchant, nous répondent les voix incertaines. Où se trouve-t-il au-delà des mers? Il faut glisser sur les eaux troubles, entre deux terres, entre deux temps, entre deux vies. L'une engloutie derrière nous, l'autre émerger devant nous, tel un mirage. Nous nous en approchons, elle s'éloigne. Une mère bannie dit à son enfant, « Regarde mon fils. » Au-dessus de nous, les mouettes. L'enfant les regarde, il apporte leurs cris. Puis sa mère lui dit qu'au-dessous de notre navire de fortune, il y a des poissons silencieux. L'enfant leur en veut. Eux, ils ne connaissent ni frontières ni exil. Une nuit, nous atteignons miraculeusement la terre. Une terre promise, nous ignorons. Un sage réfugié des pays du Levant nous dit que nous sommes arrivés sur les rives des pays du couchant. Il les reconnaît. Et avant que nous crions la liberté, il nous impose le silence et de poser nos pieds sur terre doucement. Attention, vous êtes toujours des clandestins, même ici, sur la terre d'asile. Cette nouvelle terre peut vous refuser, vous condamner à nouveau à l'errance. Il nous transmet alors cette histoire. Au XVIIIe siècle, lors de la conquête musulmane, les adorateurs d'Ahura Mazda sont chassés de leur terre. Ils s'exilent en Inde, où leur chef est accueilli par le souverain indien, tenant dans les mains un bol de lait rempli à ras-bord, et qui lui dit « Mon honorable hôte, toi et les tiens êtes bienvenus sur notre terre, mais je ne peux malheureusement vous donner l'asile. Ma terre ressemble à ce bol. Une goutte de plus, il débordera. » Le sage zoroastrien sort de sa poche une poignée de sucre et la verse dans le bol, doucement. Aucune goutte ne déborde. Ne craignez rien, grand Maharaja. Nous sommes comme des sucres. Nous nous dissoudrons en vous sans vous combler. Et vous, nous donnerez en plus toute votre douceur, constate le souverain, leur offrant l'asile.
Merci à vous, Atik Raimi. On vous retrouve dans 1 heure à la fin des Nouveaux Chemins de la Connaissance pour une nouvelle lettre de votre abécédaire. C'était Terre aujourd'hui avec nous et ça sera Errance dans 1 heure. Merci à l'équipe de la Fabrique de l'Histoire